Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, pour l'entendre sur la feuille de route de son ministère et le projet de loi de finances pour 2023. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Cette commission est la commission du développement durable, mais aussi de l'aménagement du territoire, et un constat s'impose. Les questions liées à l'aménagement du territoire, et en particulier l'aménagement durable des territoires, ont pris un relief particulier au cours des dernières années, avec la succession de crises, de difficultés, qu'elles soient sanitaires, climatiques, énergétiques notamment. On a vu les collectivités largement sollicitées pour être en première ligne. Nous savons dans notre commission combien ces collectivités sont des acteurs essentiels dans la conduite des politiques publiques. C'est en effet sur le terrain que se jouent les adaptations nécessaires en matière de politique des mobilités ou encore de transition écologique et énergétique. C'est aussi sur le terrain que se tissent des espaces d'échange, que se déroule la concertation, on l'a vu notamment à travers le grand débat, pour faire aboutir des projets structurants. Nous sommes aussi pleinement conscients des enjeux qui sont à traiter en termes d'aménagement des territoires, qu'il s'agisse de localisation des activités, des commerces de proximité, de planification des équipements et des infrastructures, ou tout simplement des accès aux services publics. C'est toute une vision stratégique qui est à décliner, évidemment, dans le respect des prérogatives des collectivités territoriales et en leur apportant le soutien nécessaire, à la fois en matière financière, mais aussi en matière d'ingénierie. À cet égard, des programmes d'action existent, comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, ou encore Territoire d'industrie. Nous avons aussi créé sous la précédente législature un opérateur, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui permet d'accompagner les collectivités dans leurs projets. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit pour sa part la création d'un fonds vert destiné aux collectivités locales qui doit les soutenir, notamment dans la mise en œuvre de leur politique de transition énergétique. Nous disposons donc d'outils sur lesquels, Madame la Ministre, nous souhaitons évidemment vous entendre, mais aussi plus globalement, c'est avec une grande attention que nous vous entendrons sur votre feuille de route et sur les grands axes qui devraient guider votre action dans les prochains mois. Madame la Ministre, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes, et puis les orateurs de groupe vont se succéder pour vous poser un certain nombre de questions. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur à la fois la feuille de route de mon ministère, mais aussi sur le volet territoire du projet de loi de finances 2023. Je voudrais tout d'abord saluer la très grande qualité du travail de votre commission. Sous la conduite de votre président Jean-Marc Zulesi, vous remplissez, je tenais à le dire ce matin, une mission indispensable à la construction et à la mise en œuvre de nos politiques publiques en matière d'aménagement du territoire et de transition énergétique. J'ai eu l'occasion de rencontrer en amont, avant cette réunion, plusieurs d'entre vous, et je voulais vous remercier pour l'écoute et l'esprit constructif qui ont toujours présidé à nos échanges. Nous poursuivrons, je le sais, dans la même logique, car nous partageons tous la conviction que le sujet du développement durable de nos territoires est une priorité essentielle pour nos concitoyens, peut-être d'une manière un peu plus aiguë dans cette rentrée, mais aussi pour l'avenir de notre pays. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez auditionné ces dernières semaines plusieurs de mes collègues du gouvernement, Bérangère Couillard, Christophe Béchu bien sûr, Clément Beaune ainsi qu'Agnès Pannier-Runacher. Je sais qu'ils ont pu vous éclairer sur la ligne que nous portons collectivement et ils vous ont permis d'apprécier nos périmètres respectifs au sein du pôle territoire, je le dis entre guillemets. Si vous le permettrez, je souhaiterais donc revenir plus particulièrement sur les enjeux de l'aménagement du territoire et du développement durable sous l'angle de la relation entre l'État et les collectivités territoriales. Comme l'ont formulé le président de la République et la Première ministre, nous portons pour ce quinquennat l'ambition d'un dialogue renouvelé entre l'État,
les élus locaux et les collectivités. L'État doit être accompagnateur et non prescripteur pour permettre de déployer des politiques publiques qui épousent les réalités de nos territoires et qui répondent partout aux besoins de nos concitoyens. Cette redéfinition du rôle de l'État a connu une accélération très nette lors du précédent mandat et il s'est incarné dans les dispositifs que nous avons mis en œuvre. Je voudrais évidemment parler, vous l'avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président, des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. En complémentarité, ils permettent tous deux d'insuffler une véritable dynamique à des territoires entiers. Action Cœur de Ville, c'est à date plus de 4,7 milliards d'euros sur les 5 milliards qui étaient engagés avec nos partenaires, la Banque des Territoires, Action Logement, l'ANA. Et ces 5 milliards vont valoriser les centres de 234 villes moyennes lauréates. Ces résultats sont concrets, je crois qu'on peut le dire. Les habitants ont pu constater l'ampleur des travaux accomplis, depuis la rénovation des centres anciens au réaménagement des mobilités et aussi déjà à la création de nouveaux espaces verts. Cette amélioration de l'attractivité des centres-villes est quantifiable. Il résulte des actions entreprises dans le cadre du programme. Une hausse de leur fréquentation de 15% peut être appréciée et une hausse des ventes de l'immobilier aussi de 17%, et je dirais ceci malgré la pandémie. Nous préparons en ce moment l'acte 2 d'Action Cœur de Ville pour accentuer son élan avec la volonté de soutenir davantage des projets de valorisation liés à la transition écologique. J'ai présidé d'ailleurs vendredi dernier le comité des financeurs Action Cœur de Ville qui nous a permis de faire un point précis sur les engagements de chaque partenaire au service de nos territoires. Et vous le savez, la phase 2 a été actée par Jean Castex à la fin du premier quinquennat pour prolonger jusqu'en 2026 ce dispositif. Cette phase 2 se veut ambitieuse et la Première ministre aura l'occasion d'annoncer plus en détail dans les prochaines semaines. Petite ville de demain, c'était 3 milliards d'euros mobilisés par l'État et les partenaires. Je rappelle que Action Logement ne faisait pas partie du premier tour de table. Nous ne désespérons pas de les amener à la seconde partie de Petite ville de demain. Et il avait pour ambition, ce programme, de réaménager des centres urbains de 1600 communes de moins de 20 000 habitants jusqu'en 2026. D'ores et déjà, sur les 3 milliards, 780 millions d'euros ont été engagés, soit plus de 25% du montant prévu initialement. Mais c'est un programme qui était plus jeune que Action Cœur de Ville et qui avait été lancé vers 2019-2020. Ce programme a permis de subventionner, entre autres, et c'est aussi son originalité, 876 chefs de projet et plus de 22 000 logements sont aussi prévus d'être rénovés dans les communes bénéficiaires. Je souhaite que nous consolidions encore ce programme pour en verdir davantage les dispositifs et pour le rendre davantage opérationnel. C'est pourquoi j'ai missionné les équipes de la NCT pour une feuille de route enrichie, conformément aux attentes qui me sont remontées de la part des élus. Plus largement, vous le savez, ces deux programmes s'inscrivent dans l'agenda rural déployé depuis 2019. Ces résultats sont prometteurs. Dans tous les espaces ruraux, nos concitoyens peuvent en mesurer les fruits parce qu'ils ont nettement amélioré leur quotidien. Sur le volet de la transition numérique notamment, il a permis de renforcer considérablement la couverture réseau de notre pays, tant en matière de téléphonie mobile que d'Internet fixe. Sur la couverture mobile, l'objectif fixé était d'atteindre la couverture en 4G au moins pour un opérateur pour 85% du territoire d'ici fin 2022, un objectif qui est déjà dépassé puisque 90% du territoire est déjà couvert. Sur le très haut débit fixe, le but est d'assurer d'ici fin 2022 l'accès à ce très haut débit fixe à tous les Français et de généraliser la fibre optique d'ici 2025.
Cet objectif apparaît très atteignable puisqu'en début 2022, 70% des locaux étaient raccordables à une offre de fibre optique contre moins de 25% en 2017. Une autre des réalisations emblématiques de l'agenda rural, c'est également d'avoir favorisé la réinstallation des services publics au plus près des habitants avec les maisons France Service. 2400 ont été créés à ce jour, dont 120 bus itinérants qui permettent de couvrir les territoires les plus éloignés. À la fin de l'année, notre pays en comptera 2600, au-delà de l'objectif initial d'une maison par canton partout en France. Ce sont autant de nouveaux points de contact essentiels pour garantir à nos concitoyens l'offre de services publics à laquelle ils ont droit. Mis en œuvre de manière transversale, l'ensemble de ces dispositifs permet de diriger les financements de l'État et de ses partenaires directement au service des projets que portent les élus locaux. C'est cet État accompagnateur et non prescripteur qui a géré aussi le dispositif Territoire d'industrie, ce dispositif contractuel novateur qui s'appuie en priorité sur les intercommunalités a permis de lancer une belle dynamique de réindustrialisation depuis les territoires, avec plus de 2 milliards d'euros engagés dans près de 542 intercommunalités, concernant près de 30 millions d'habitants. C'est grâce à ce programme notamment que la production industrielle française poursuit et consolide sa croissance inédite depuis plusieurs années, et ce, malgré le contexte actuel particulièrement incertain. Mis en œuvre de façon territorialisée, les territoires d'industrie témoignent de l'engagement du gouvernement à une différenciation toujours plus forte de nos politiques publiques et notre volonté de réindustrialiser le pays de façon équilibrée. Là aussi, nous en poursuivrons la mise en œuvre en nous appuyant sur les retours des élus qui nous sont faits. Mesdames et messieurs les députés, je voudrais enfin aborder avec vous l'objectif du zéro artificialisation nette, le fameux ZAN. Le constat, nous le partageons tous, c'est la nécessité de limiter à l'échelle de notre pays la trop grande artificialisation des surfaces afin de mieux lutter contre le réchauffement climatique, afin de mieux préserver la biodiversité et afin de mieux valoriser nos paysages. Je crois que nous partageons également la même conviction, et je tiens à le redire, ce sont les élus locaux qui doivent être les pilotes. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire, leurs besoins, et qui ont depuis toujours le souci de leur développement harmonieux. Il n'a jamais été question d'imposer d'en haut des contraintes incompatibles avec la valorisation des territoires ruraux, notamment. Depuis le début, notre gouvernement poursuit une logique de différenciation et de territorialisation dans le déploiement de cette mesure de la loi climat et résilience. C'est au niveau de la région que se construisent les équilibres et les consensus en fondant les nouveaux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET, sur les conclusions des conférences des schémas de cohérence territoriale, les SCOT. L'État est à l'écoute et a déjà prouvé qu'il prenait en compte les difficultés dans une option d'être au service des territoires. Nous avons ainsi repoussé de 6 mois le rendu des conférences SCOT à la demande des élus locaux. Sur la question des 2 décrets d'application d'avril concernant la nomenclature définie et le mode de calcul de l'objectif ZAN, nous sommes prêts à la discussion dans les limites, bien sûr, de textes de loi qui encadrent notre action. Je pense que les élus doivent pouvoir continuer à développer des espaces naturels, de loisirs, sans utiliser une partie de leur droit à construire, entre guillemets, et il apparaît légitime de prendre en compte les efforts de renaturation qui seraient faits par les élus d'ici 2030. Une instruction sur le mode de calcul des espaces naturels, agricoles et forestiers est d'ailleurs en cours. Christophe Béchu a réuni la semaine dernière les associations d'élus pour travailler sur tous ces points de friction qui existent dans la mise en œuvre de notre impératif de sobriété foncière.
Vous le voyez, l'État ne cherche pas à contraindre et à imposer de façon verticale. Nous prenons en compte toutes les propositions qui nous sont faites pour atteindre le ZAN sans compromettre le développement des territoires. Je pense au développement de l'environnement et je pense au développement économique, bien sûr. Mesdames et messieurs les députés, l'État accompagnateur et non pas prescripteur serait seulement un slogan si dans le budget, nous ne donnions pas aux collectivités les moyens d'agir et d'investir. Dans le contexte d'inflation et de hausse des prix de l'énergie que vous connaissez, un soutien accru de l'État est indispensable. C'est pourquoi, en plus du filet de sécurité mis en place dans la loi de finances rectificative et de la reconduction du bouclier tarifaire qui permettent de faire face à l'urgence du moment, nous avons souhaité défendre avec la Première ministre une hausse de la DGF de 320 millions d'euros, dont 200 millions de dotation de solidarité rurale. C'est un dispositif inédit depuis 2013. De cette façon, 95% des communes et des intercommunalités verront leur dotation augmenter ou en tout cas maintenue. Avec l'impératif de maîtrise de notre dépense publique, cette augmentation de 320 millions d'euros est un geste fort à l'égard des collectivités et des élus locaux. Quelques mots sur la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Elle permettra à notre pays de gagner en compétitivité sans amoindrir les ressources des collectivités. Je m'explique. Elle sera en effet intégralement compensée par l'attribution d'une part supplémentaire de TVA, mais aussi de sa dynamique, qui dès 2023 sera destinée aux territoires qui accueillent de nouvelles activités économiques selon des critères que nous établirons de façon concertée dans les prochains jours. La compensation de 2023 correspondra aux sommes que l'État aurait dû reverser aux collectivités territoriales en 2023 au titre de la CVAE. Je dis par là qu'il n'y aura pas d'année blanche pour les communes. La compensation, notre souci de protéger les marges de manœuvre des collectivités transparaît également dans le maintien de leur dotation d'investissement, des CIL, des CID, des PV, des ETR, à un montant de près de 2 milliards d'euros qui correspond au montant de l'année précédente. Pour parler plus spécifiquement du programme 112, ces crédits sont en nette augmentation par rapport à l'année précédente, une hausse notamment liée à la nouvelle génération des contrats de plan État-région. L'ANCT, que j'ai eu l'honneur de présider pendant 2 ans, voit son enveloppe confortée au service de ses missions indispensables auprès des collectivités. Ces ressources consolidées et en hausse, lisibles sur le long terme, vont permettre aux collectivités de continuer à investir, en particulier pour leur transition énergétique, qui seule permettra de surmonter durablement nos difficultés présentes. C'est pourquoi le projet de loi de finances pour 2023 prévoit en particulier, tout d'abord, d'augmenter d'1 tiers des moyens consacrés à la dotation biodiversité pour 2023. Ils avaient d'ailleurs déjà été doublés en 2022 et ils atteindront cette année 30 millions d'euros en 2023. Deuxièmement, nous souhaitons mettre en œuvre le fonds vert d'un montant inédit de 2 milliards d'euros. L'ensemble des projets éligibles et leurs caractéristiques doivent encore être précisées, mais la méthode d'attribution de ce fonds est-elle bien arrêtée? Comme vous en avez le souhait, l'obtention de financement se fera selon des règles simples, décentralisées, sans appel à projet. Je crois que les élus y tiennent. Tout partira de vos initiatives, de vos projets, selon une méthode lisible et reconnue, celle du dialogue entre les élus et le préfet du département. Il y a eu une hésitation entre région et département, mais ça sera le préfet du département. Mesdames et messieurs les députés, vous le voyez, le gouvernement s'est attaché à construire un projet de loi de finances sincère au service des collectivités et des élus locaux que nous n'avons cessé de consulter en amont. Il leur donne les moyens de poursuivre l'aménagement et la valorisation de leur territoire tout en accentuant la transition écologique et énergétique.
dans tous les dispositifs et les programmes que nous mettons en place ou que nous intensifions, ce sont les élus et les collectivités qui ont l'initiative et l'État viendra leur apporter son concours. Il ne s'agit pas là d'une dynamique passagère, mais bien de notre ambition d'engager un nouveau chapitre de décentralisation dont notre pays a besoin. Je sais que vous partagez ce point de vue. Le président de la République a eu l'occasion de revenir sur ce sujet lors de son déplacement en Mayenne ce lundi. Voilà les propos préliminaires que je voulais tenir avant, évidemment, de répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre pour ce propos liminaire. Nous en venons donc aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Stéphane Buchou. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, au nom du groupe Renaissance, je vous remercie pour votre intervention de ce matin. Alors vous l'avez rappelé, dès cet été, le gouvernement a été aux côtés des collectivités territoriales et plus précisément du bloc communal, avec la mise en place dans le projet de loi de finances rectificative d'un filet de sécurité de 430 millions d'euros pour leur permettre de faire face à la hausse du coût de l'énergie. Ce soutien massif se poursuit dans le projet de loi de finances, vous l'avez aussi rappelé, pour 2023 avec la reconduction du bouclier tarifaire pour les plus petites communes. Avec la décision d'augmenter leur dotation globale de fonctionnement à hauteur de 320 millions d'euros, une première depuis plus de 10 ans, c'est une augmentation nécessaire et inédite qui vient protéger les communes les plus fragiles et les plus en difficulté. Il était attendu, le voilà concrétisé, un fonds vert viendra en soutien des investissements des collectivités locales en faveur de la transition écologique. Initialement doté d'1,5 milliard d'euros, le gouvernement vient de le porter à 2 milliards d'euros. Il leur permettra de mettre en place des projets en faveur du climat et de la biodiversité. Nous ne pouvons que saluer ce fort engagement de l'État, destiné entre autres à la rénovation thermique, à la renaturation et au traitement des friches. Le gouvernement poursuit donc son accompagnement étroit des collectivités. C'est pourquoi j'aimerais, même si vous en avez beaucoup parlé, que vous puissiez dresser le bilan à date des programmes Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville et Territoires d'industrie. Le temps me manque pour aborder tous les sujets d'actualité, comme le ZAN, vous en avez aussi parlé, la participation des communes aux projets d'énergie renouvelable ou encore le recul du trait de côte. Mais j'imagine que les collègues aborderont ces sujets dans leurs différentes interventions. En ce qui me concerne, je fais le choix de m'arrêter sur l'épineuse question du logement en zone touristique et plus particulièrement sur notre littoral. La situation, sans faire de mauvais jeu de mots, y est particulièrement tendue. Les difficultés pour se loger y sont criantes. Le taux de résidence secondaire parfois à plus de 65%, c'est 71% dans ma circonscription sur l'île de Noirmoutier, est un des freins principaux à l'installation d'une population jeune et active. Des solutions sont avancées par les collectivités pour tenter de remédier aux problèmes, qui sont relayés par les parlementaires, comme le classement en zone tendue ou la décorrélation taxe d'habitation, taxe foncière. J'aimerais donc, Madame la Ministre, vous entendre sur ce sujet majeur afin que vous puissiez nous expliciter les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer la situation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Taché de la Pagerie. Madame la Ministre, chère Caroline, Monsieur le Président, chers collègues, les élus locaux que nous savons tous dévoués en sont à faire les fonds de tiroir. Malgré cet état de fait que personne ne conteste, le gouvernement s'acharne. Hier avec la fausse décentralisation de la loi 3DS, aujourd'hui avec le projet de loi de programmation des finances publiques et le PLF 2023. Demain avec le projet de loi dévastateur visant à répartir les migrants dans nos villes et nos campagnes. Vous avez été maire, Madame la Ministre, et mon propos n'est pas relatif aux cas d'Arles et de Tarascon qui ont bénéficié du programme Action Cœur de Ville. Je mets en exergue une situation devenue intenable. Concernant la loi de programmation, c'est précisément les articles visant à alourdir encore les charges sur les collectivités territoriales et à entraver leur liberté constitutionnelle d'autonomie fiscale qui a fait consensus contre vous. L'article 23 et son pacte de confiance, qui n'en est pas un, visant à un chantage indécent pour priver les collectivités jugées mauvaises gestionnaires d'accès à toute dotation de l'État, et frappé de rétorsion financière. Le PLF 2023 en est le reflet de l'aveu même du président du comité des finances locales, le qualifiant de globalement calamiteux, problématique, insuffisant à lutter contre l'inflation, avec des instruments de recentralisation et de mesures amplifiant le recul de l'autonomie fiscale et financière. L'augmentation de la dotation globale de fonctionnement ne réglera pas l'explosion des factures énergétiques. Elle devrait au minimum être indexée sur l'inflation, comme le réclame l'AMF, pour protéger les communes de la prédation des marchés causée par des choix nationaux chaotiques. Ce projet de loi asphyxie nos collectivités. Vous vous acharnez à renier leur autonomie fiscale en ne compensant pas la suppression de la CVAE par un impôt réellement pérenne et territorialisé.
Les élus doivent pouvoir gérer leur ville sans être dépossédés par les intercommunalités et le rouleau compresseur administratif. Quel avenir envisage le gouvernement pour nos villes moyennes et nos campagnes confrontées à une situation financière insoutenable et une bureaucratie devenue systémique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour la France Insoumise NUPES, la parole est à Clémence Guettet. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, 32 fois plus cher, c'est le prix que le maire de Neuilly-sur-Marne risque de devoir payer pour l'électricité de sa commune. Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ce n'est qu'un exemple des difficultés auxquelles font face les collectivités locales. Je vous en cite un autre, les dépenses de fonctionnement. Elles explosent à cause de l'inflation, 11,6% pour les charges à caractère général selon la dernière note de conjoncture de la Banque Postale. Face à ça, vous leur proposez d'une part la suppression de la CVAE, vous l'avez dit, contre l'avis de toutes les associations d'élus locaux, d'autre part la baisse de la dotation globale de fonctionnement, puisqu'elle ne suit pas l'inflation de fait. Résultat, les collectivités locales ont le choix entre faire exploser les prix des services publics. À Chennevières-sur-Marne, la cantine a pris 50% d'augmentation. Les dégrader. À Saint-Saëns, on ne sert plus d'entrée à la cantine pour les enfants. Ou même les fermer. À Issy-les-Moulineaux, la piscine municipale va rester porte close. Je vous cite le maire de Cergy. C'est la première fois que je vais tuer des services publics. Quel service je ferme? J'arrête la restauration scolaire ou je ferme la mairie pendant 3 jours cette semaine? Interroge quant à lui le maire de Montataire. À la France Insoumise, on ne veut pas que nos maires soient contraints aux économies de bout de chandelle. On est les défenseurs de la commune et du département. La commune qui doit avoir les moyens d'être l'échelle du goutte à goutte de la planification écologique et le département qui doit avoir les armes pour organiser le maillage des services publics à même d'assurer l'égalité des populations. Votre budget, c'est la République qui se délite. C'est l'héritage de la Révolution que vous mettez à terre. Et j'appelle les élus locaux à rejoindre la manifestation contre la vie chère et l'inaction climatique que nous organisons ce dimanche pour nos écoles, pour nos transports en commun, pour nos piscines municipales. Quant à vous, Madame la Ministre, quand comptez-vous enfin écouter le peuple français qui veut protéger ses biens communs et disposer de services publics de qualité sur tout le territoire? Merci. Merci, chers collègues. Pour les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Président de la République a déclaré lundi que la décentralisation, ce n'est pas donner une compétence sans transférer la dynamique de financement et les responsabilités qui vont avec. Le groupe Les Républicains, engagé pour une décentralisation, y compris fiscale, partage évidemment cette vision des choses. L'idée centrale que nous soutenons est que chaque échelon de collectivité territoriale puisse assumer en responsabilité sa fiscalité et l'ensemble des projets que celle-ci permet de réaliser. Or, c'est le contraire que vous faites avec la suppression de la CVAE, de la taxe d'habitation, qui, bien que soutenue sur le principe par le groupe Les Républicains, ne s'accompagne pas d'une nouvelle ressource fiscale dynamique et surtout à la main des exécutifs locaux. Dans cette optique, êtes-vous, Madame la Ministre, celle qui fera la grande loi de décentralisation que nous attendons? En effet, la loi Engagement et Proximité de 2019 n'avait pas apporté de réponse au bloc local, pas plus que la loi 3DS qui s'est cantonnée à des mesures purement techniques. Plusieurs exemples très simples permettront de vérifier votre engagement en faveur d'une responsabilité assumée des collectivités locales. Quelles sont vos intentions quant à la maîtrise des dépenses des collectivités suite au refus en séance publique mardi dernier des contrats de Cahors, nouvelle formule? Allez-vous permettre de débureaucratiser et de libérer ainsi de l'efficacité en matière de santé en confiant la direction des agences régionales de santé aux régions, comme le demande notre président Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France? Allez-vous revoir cette absurdité de la compétence GEMAPI dont le zonage ne correspond ni au bassin versant ni à la cohérence du trait de côte, ce qui met à mal la solidarité territoriale? Enfin, vos propos sur l'application du dispositif ZAN ne sont pas de nature à nous rassurer. Il en va, vous le savez, Madame la Ministre, de la survie de nos territoires ruraux. Sur toutes ces questions, Madame la Ministre, nous attendons de vous des réponses précises. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Hubert Hoth. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, déléguée chargée des collectivités territoriales, mes chers collègues. Le Président de la République a démontré dans les actes la nécessité pour l'Alsace de mener à son échelle les politiques publiques au plus proche du territoire avec la création de la CEA le 1er janvier 2021 par les accords de Matignon. Alors en campagne, le 12 avril 2022 à Mulhouse, Emmanuel Macron s'est même dit, et je cite, « très fier de ce que nous avons fait avec la collectivité européenne d'Alsace. Je suis favorable à ce qu'il y ait une réflexion, que nos territoires puissent s'interroger sur la bonne forme qui doit être la leur. » Fin de citation.
Madame Jacqueline Gouraud, dont je souhaite saluer tout particulièrement l'excellent travail, a, avec la loi 3DS, pavé le chemin du pacte de décentralisation que les Français, moi-même et je le pense vous également, Madame la Ministre, souhaitent ardemment. Ils ont compris comme nous que les politiques publiques les mieux adaptées aux enjeux de la sobriété, de la productivité et de l'efficacité sont celles pensées en proximité. C'est, je le crois, tout le sens de votre action au sein de ce gouvernement. Aussi, je profite de votre présence dans notre commission pour vous demander votre sentiment quant à la bonne forme administrative que pourrait embrasser l'Alsace. Seriez-vous favorable à la création de la 14e région française à taille humaine qui additionnerait les compétences des départements Haut et Bas-Rhin, celle de la CEA, avec en plus des conseillers territoriaux élus à la faveur d'un scrutin proportionnel, ce qui compléterait celui préexistant binominal de territoire. Vous feriez ainsi de l'Alsace, une fois de plus, la région pilote de progrès administratifs et organisationnels pour toute la France. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour les socialistes et apparentés, la parole est à Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous le savons, d'importantes fractures territoriales et sociales existent en France et s'intensifient. En matière d'accès aux soins, aux services publics ou aux réseaux téléphoniques, de très fortes inégalités persistent entre les territoires. En matière de services publics, le gouvernement a tenté d'apporter une réponse via les maisons France Service qui visent à garantir à chacun un accès aux services du quotidien. Outre la question de la disparition parallèle de véritables établissements de services publics de proximité, qui est un vrai sujet dans les territoires ruraux, notamment dans les territoires ruraux, de nombreux élus locaux s'inquiètent de la pérennité du dispositif Maison France Service, alors notamment en matière de rémunération des personnels. Alors pouvez-vous nous indiquer la trajectoire souhaitée sur le moyen terme pour les financements de ce dispositif ? Plus largement, je souhaite vous interroger sur la politique d'aménagement du territoire que vous souhaitez soutenir en lien avec les collectivités locales pour faire face à ces fractures territoriales et redonner au principe d'équité une place centrale au sein de nos politiques territoriales. Le concept de planification a été adopté par le gouvernement. Quelle ligne directrice, donc, en matière d'aménagement du territoire ? Quel plan pour la réduction des inégalités territoriales, notamment en matière de présence des services publics ? Par ailleurs, sur le terrain, nous constatons une réelle demande de plus de concertation avec les collectivités territoriales. Je pense notamment aux politiques publiques, écologiques, énergétiques, pour lesquelles les collectivités locales sont des maillons essentiels. Le travail des élus de terrain est précieux, notamment sur l'acceptabilité des projets par la population. Alors comment comptez-vous inclure davantage les collectivités dans la prise de décision qui les concerne et concerne leur territoire ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et apparentés, la parole est à Henri Alfandari. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, la tension sur le marché de l'énergie touche chacun d'entre nous, particuliers, monde de l'entreprise, l'État, les collectivités territoriales. De nombreux points du budget 2023 nous protègent et nous permettra d'amortir une partie de ce choc. Je tiens à saluer les mesures en faveur des collectivités territoriales par votre ministère. Premièrement, l'augmentation de la DGF, dont plus de 200 millions d'euros de dotation de solidarité rurale, qui abondera les recettes d'une bonne partie de nos communes. D'autre part, le quintuplement de l'enveloppe à destination des communes en grande difficulté, additionné avec la prolongation du bouclier tarifaire en 2023, afin de limiter à 15% la hausse des prix de l'électricité et du gaz pour les plus petites communes et les collectivités les plus touchées. Par ailleurs, vous avez maintenu, c'est essentiel, les dotations d'investissement à un niveau proche de 2 milliards d'euros. À cela s'ajoute le fonds vert, doté de 2 milliards d'euros, pour accompagner les collectivités dans leurs projets et leur adaptation au changement climatique. Madame la Ministre, le gouvernement nous annonce un fonctionnement simple et déconcentré pour le fonds vert. Pouvez-vous nous en dire plus sur sa mise en application dans les territoires ? Également, comme vous le savez, dans le cadre de mon avis budgétaire sur les crédits de la mission Cohésion des territoires du PLF 2023, j'ai pu d'ores et déjà vous faire part de la satisfaction des bénéficiaires, mais aussi des réserves sur le manque de visibilité et de lisibilité pour les collectivités sur les fonds des programmes d'investissement. Certains bénéficiaires identifient mal comment ces fonds sont déployés, utilisation de déciles DETR complémentaires ou recyclés. Je renouvelle ces inquiétudes quant à ce fonds vert à mettre en place. Les collectivités ont besoin d'une vision pluriannuelle sur les fonds, afin de pouvoir mieux gérer leurs finances et leurs projets. Pourrait-on sortir de l'indicateur de consommation budgétaire annuelle ? Les fonds non consommés de l'année N devraient être reportés sur l'année N+1 sans préjudice de l'enveloppe de l'année N+1. Et également, surtout,
Un amendement est prévu pour la mise en place d'une aide aux collectivités pour contrer les hausses de coûts énergétiques. Mais je souhaiterais savoir quel est le spectre des communes que vous pensez compenser par ce fonds et comment répondre à l'absence de compensation pour les communes adhérentes à un syndicat mixte d'énergie. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tarlouse, anormaux, dégénérés, contre nature. Ces propos sont choquants et pourtant, en 5 ans, le nombre d'actes anti-LGBTQ+, a doublé en France. La place des collectivités en matière de transition écologique est majeure, mais les collectivités, ce sont aussi les garantes de l'action de l'État, de l'accès aux droits de nos concitoyens. Et si nous parlons le plus souvent dans cette salle de droits environnementaux et des obligations qui s'y rattachent, vous me permettrez, au vu des déclarations qui ont été les vôtres, de faire un pas de côté dans cette audition sur un enjeu majeur pour l'égalité des droits dans notre pays. 3790, c'est le nombre d'infractions LGBTQ-phobes qui ont été enregistrées par la police et la gendarmerie en 2021. On sait qu'une personne sur 5 environ porte plainte lorsqu'elle subit des violences. Nous savons aujourd'hui comment agir, former des agents en charge de l'accueil aux questions de discrimination, organiser des événements célébrant toutes les diversités ou encore favoriser la création de points d'accueil, d'écoute des jeunes. Quimper, par exemple, a créé une zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+, mesure symbolique qui visait à répondre au territoire sans LGBT en Pologne. Mais malgré tout, même dans les grandes villes, le nombre d'agressions augmente de façon exponentielle, comme dans l'ensemble de l'Hexagone. Je ne vous parle pas des territoires ruraux, qui comptent encore trop peu d'associations de défense des droits des personnes LGBT. De façon verbale, physique ou symbolique, qu'elle soit subie de façon directe ou indirecte, l'homophobie, tout comme la transphobie, entraîne chez celles et ceux qui en sont victimes un sentiment de honte et de culpabilité. Cette honte doit changer de camp. Nous avons besoin de l'État, Madame Cayeux, pour lutter contre ces discriminations et protéger les droits de tous nos concitoyens, quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle. Madame la Ministre, quels moyens comptez-vous déployer pour que l'ensemble des élus locaux puissent mettre en place des actions efficaces en faveur de la lutte contre les violences et les discriminations LGBTQ+. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Hubert Villefranc. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis désolé, mais je ne sais pas que vous dire que vous n'ayez déjà entendu, y compris autour de la part de plusieurs collègues autour de cette table. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes entré dans votre propos par la question du développement durable. Mais le développement durable aujourd'hui, pour les collectivités, pour les maires en particulier, c'est le maintien au jour le jour des petits équilibres que le pacte social qu'ils ont passé avec leur population a permis de construire et qui est énormément fragilisé. Énormément. Les besoins à satisfaire sont considérables. Alors, vous vous rappelez, tout le monde s'est satisfait du dédoublement de classe dans les écoles. Mais ça veut dire, il faut qu'on mette des ATSEM, puis il faut qu'on continue à les mettre. L'isolement des personnes âgées, on fait des repas à domicile. C'est la voiture qui s'en va le matin de la mairie avec... les associations, prenons les sportifs, ils sortent d'une crise, ils ont moins d'adhérents, ils viennent demander. Donc tout ça, c'est sans compter les fonctions économiques des communes qui sont perturbées au jour le jour, et puis les exigences écologiques qui sont plus prégnantes que jamais. Alors c'est le simple fonctionnement des services publics au quotidien qui est le casse-tête. À eux, dans mon département, en Seine-Maritime, à eux, au Tréport, à Harfleur, à Ouassel, le préfet a dû vous faire remonter ça, c'est des millions qui manquent avec... Et puis investir, c'est tout de suite inscrire 20% dans la foulée du fonctionnement, à terme, dans son budget. Alors non, il faut vraiment redonner confiance aux élus, Madame la Ministre. Faites quelque chose de significatif sur la DGF. Faites quelque chose de significatif. Merci, chers collègues. Et enfin, pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Benjamin Sainte-Huile. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous annoncez une augmentation sensible de la DGF. Et tout le monde est conscient qu'elle est nécessaire.
La difficulté, et chacun l'a noté, c'est que l'effort que vous faites sera sans doute insuffisant. Vous disiez dans votre propos, on augmentera la DGF de quelques-uns, sans doute pas à niveau de ce qu'ils vont devoir impacter en termes d'inflation, et d'autres auront une DGF stabilisée. Ce qui veut dire que les finances locales vont continuer à se dégrader. À cela s'ajoute le fait que l'État, depuis presque la taxe professionnelle, mais on ne va pas y revenir, l'État a transféré l'effort fiscal vers les collectivités. Et vous pouvez continuer, et le vous étant respectueux, à vous enorgueillir de dire nous baissons les impôts, mais vous obligez les collectivités locales à lever l'impôt. Lorsqu'on fait disparaître la taxe d'habitation, vous pouvez nous dire la main sur le cœur, on compense. J'ai entendu Sarkozy au moment de la taxe professionnelle nous dire on compensera jusqu'au moment où on a changé de gouvernement. Et donc les compensations que vous garantissez aujourd'hui de bonne foi, on sait bien qu'un jour ou l'autre, elles pourront être interrogées. Et du coup, pour me réconcilier immédiatement avec les collègues républicains, le vrai sujet, c'est la vraie décentralisation et l'autonomie fiscale. Aujourd'hui, les collectivités, elles sont forcées de faire face aux augmentations et, comme l'ont dit les uns et les autres, ou de remettre en cause les services publics, ou d'aller chercher de l'impôt dans la poche des concitoyens, ce qui devient absolument intenable. Deux choses pour terminer. Vous avez parlé de territoire et industrie. Sur territoire et industrie, Madame la Ministre, j'aimerais assez que vous puissiez, avec nous, réfléchir à comment on fait. Parce que si vous regardez de près les territoires industriels que vous accompagnez, la disparition de l'ATP a érodé les recettes fiscales des territoires industriels au profit des territoires tertiaires. Je vous propose qu'on y travaille collectivement. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour ces interventions. Madame la Ministre, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Avant de vous répondre, je voudrais rappeler un peu la méthode qui a guidé mes interventions. D'abord, l'écoute. Avec Christophe Béchu et Gabriel Attal, nous avons reçu à de nombreuses reprises, 3, et puis ensuite nous avons beaucoup échangé avec les présidents d'associations d'élus concernant notre ambition de les écouter, de comprendre. Et je voudrais vous rappeler aussi que nous avons été tous les deux, Christophe Béchu et moi-même, des élus locaux, des maires, présidents de département, conseillers régionaux, et qu'à ce titre, nous revendiquons de connaître la bonne marche des collectivités locales dont nous avons partagé les responsabilités, tant dans l'exécutif que dans d'autres circonstances. Donc voilà, je voulais poser ce cadre parce que je pense que la méthode que nous avons souhaité mettre en place n'était pas d'imposer un PLF, d'imposer un certain nombre de mesures sans avoir pris le pouls des collectivités, sans les avoir rencontrées, sans les avoir échangées. Il y a dans cette salle des élus avec lesquels j'ai travaillé pendant les 21 ans de mon mandat de maire de Beauvais. Et je crois que je peux dire que nous parlons le même langage. Je vais donc revenir maintenant sur les réponses aux questions nombreuses que vous avez posées. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Monsieur Bouchou, vous m'avez interrogé sur Action Cœur de Ville et un bilan de Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres clés de l'avancement de ce déploiement. 292 villes Action Cœur de Ville sont signataires d'une convention ORT de redynamisation du territoire. Aujourd'hui, l'ANA a subventionné la rénovation de près de 58 000 logements et la réhabilitation de 16 634 logements. Et puis, un certain nombre de locaux d'activités commerciales, économiques, ont été construits ou réhabilités par la Banque des Territoires. Il y en a près d'une centaine. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif que 5 milliards d'euros avaient été mis sur la table entre nos partenaires et l'État. Aujourd'hui, c'est 4,7 milliards d'euros qui ont été engagés par l'État et les partenaires au 1er juillet 2022. Et je suis particulièrement confiante sur le fait que d'ici décembre 2022, les 5 milliards auront été investis. Sur l'évolution des travaux en cours, vous le savez, nous avons souhaité que le programme soit prolongé jusqu'en 2026 avec l'accord du président de la République et de Jean Castex lors du dernier congrès de Ville-de-France.
Et nous sommes en train d'aboutir sur la préparation du volet financier de cette seconde phase d'Action Cœur de Ville que nous souhaitons évidemment la plus ambitieuse possible. Et j'ai réuni, comme je l'ai dit, je crois, dans mon propos introductif, les financeurs la semaine dernière à Beauvau. Le gouvernement fera dans le courant du mois de novembre des annonces visant à présenter les grandes priorités de cette seconde phase. Moi, je voudrais d'ores et déjà vous indiquer que le programme Action Cœur de Ville 2 comprendra un important volet de transition écologique. Son périmètre sera d'ailleurs étendu aux quartiers de gare, aux entrées de ville qui sont stratégiques pour renforcer l'attractivité des centres. Quand je parle des quartiers de gare, je pense aussi aux pôles multimodaux que certaines collectivités sont en train de mettre en place. Quelques mots sur la redynamisation des petites villes de demain. C'est vrai que ce programme a été mis en place plus tard que Cœur de Ville, qu'il a, dans certains territoires, mis un peu de temps à se mettre en place. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que plus de 98% des conventions d'adhésion sont signées dans plus de 1600 petites villes de demain. Le programme est en train de prendre une vitesse de croisière. J'ai lancé un travail de renforcement de ce programme pour tirer parti d'une manière plus efficace sur les 4 années restantes qui reposent sur deux axes principaux. D'abord, faire de Petites Villes de demain un outil à disposition des maires pour agir dans leur commune en faveur de la transition écologique. Et deuxièmement, de renforcer le caractère opérationnel de Petites Villes de demain. Je souhaite que les effets du programme soient rapidement visibles pour les élus et les habitants. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'espère faire revenir autour de table de nos partenaires Action Cœur de Ville. Je reviendrai de manière plus précise sur les nouvelles orientations dans le courant du mois de novembre. Nous allons aller plus loin, mais je tiens à vous rappeler ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui. 780 millions d'euros engagés sur les 3 milliards annoncés au lancement du programme, c'est-à-dire un peu plus de 25%. 75 millions engagés en ingénierie sur les 250 millions annoncés au lancement du programme. Et aujourd'hui, 876 chefs de projet Petites Villes de demain, subventionnés par l'État et les partenaires, sont en place. Il y a désormais 159 communes qui sont engagées dans une ORT sur 507 au total et plus de 22 000 logements ont été rénovés dans ces communes Petites Villes de demain. Voilà pour la question qui portait sur ces deux dispositifs. Monsieur Bouchoux, vous m'avez aussi interrogé sur la déliaison des taux. Depuis 1980, c'était une règle de liaison des taux. Pourquoi ? D'abord pour protéger les contribuables qui ne sont pas électeurs et puis limiter la pression fiscale. C'est un principe qui était plutôt protecteur. Mais est-ce qu'on peut peut-on offrir plus de marge de manœuvre aux élus face à une forte indexation des bases pour baisser le taux de manière flexible ? Je pense qu'il faut peut-être y réfléchir. Les amendements ont été disposés pour revoir certains zonages, et c'est les zonages, vous le savez, qui impactent justement et qui permettent aux communes touristiques et littorales d'instaurer une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cela correspond en grande partie, cela pourrait régler quand même une partie des problèmes. Alors, sur la DGF, Monsieur de la Pagerie n'est plus là, mais j'imagine que c'est peut-être une question que vous vous posiez. L'annonce du CFL du 26 septembre, c'était 210 millions d'euros. Je reprends l'historique pour revenir à la somme finale. Il y a eu un amendement du gouvernement qui a été déposé vendredi dernier pour passer à 320 millions d'euros. Il y a 200 millions d'euros de dotation de solidarité rurale,
90 millions d'euros de solidarité urbaine et 30 millions d'euros de dotation pour l'intercommunalité. D'habitude, c'était financé par écrêtement sur la DGF des autres communes. Maintenant, c'est financé par l'État et c'est une première augmentation depuis 2013. Bien sûr, on peut toujours dire qu'elle n'est pas suffisante. Néanmoins, aujourd'hui, avec ce taux-là, 95% des communes auront une DGF maintenue ou augmentée. Et les 5% qui ne sont pas dans l'enveloppe, c'est parce qu'elles auront ou perdu des habitants, ou qu'elles seront devenues plus riches, ou qu'il y aura des circonstances qui font qu'elles ne rentrent plus dans le dispositif. Nous allons achever de rattraper des dotations en faveur des communes d'outre-mer. Je tenais à le rappeler. L'augmentation de cette dotation de la DACOM est de plus 26 millions d'euros, dont 16 millions d'euros de rattrapage et 10 millions d'euros de progression automatique. Donc voilà les explications que je voulais vous donner sur la DGF. Maintenant, sur le pacte de confiance. Vous avez l'air de penser que c'est encore Cahors. Justement, je peux vous dire à titre personnel que je me suis énormément battue pour qu'on rentre dans un système de confiance et non pas dans un système de contrôle. Même si je vais essayer de vous expliquer le cheminement qui nous a amenés à ce pacte de confiance. Nous avons considéré d'abord qu'on allait s'adresser aux collectivités par strates, c'est-à-dire les régions, l'enveloppe départementale et l'enveloppe collectivité locale. Et partant d'un pacte de confiance, c'est-à-dire d'imaginer que les collectivités, elles ont en conscience la volonté de régler leurs dépenses d'une manière raisonnable, nous avons pensé qu'il n'y avait pas besoin de signer un contrat précis d'engagement comme pendant le dernier quinquennat. Mais qu'il y a, alors je ne vais pas dire un contrôle, mais il y a, disons, un regard qui sera porté sur les enveloppes globales. Par exemple, si on voit qu'un département dérape énormément, on soulèvera le capot et on regardera quel est le département qui a dérapé. Et donc, il y aura des entretiens avec les préfets pour rééquilibrer les dépenses de ce département. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que c'est un contrôle et que c'est encore Cahors. On présage que que les élus locaux vont être des élus responsables et qu'ils pourront gérer leur collectivité, je dirais, en conscience. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a eu un certain nombre de collectivités qui avaient signé l'engagement de Cahors, d'autres qui ne l'avaient pas signé. Eh bien, ceux qui n'avaient pas signé, j'ai le plaisir de vous dire qu'elles avaient été au moins aussi raisonnables et vigilantes que ceux qui avaient signé. Donc, partant de là, nous avons obtenu cet arbitrage de jouer la confiance avec les uns et les autres. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Je pense que c'est un outil qui est favorable aux collectivités territoriales et que cette logique de confiance à l'échelle de la strate n'est pas une logique de contrôle individuel. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est un bon compromis et que nous continuerons à travailler avec les associations d'élus sur les retraitements, par exemple. Alors, Monsieur Jourdan m'avait interrogé sur les maisons... Madame Jourdan. Madame Jourdan, excusez-moi. Sur les maisons France Service, si je ne me trompe pas, j'avais pris des notes sur ce qui avait été demandé. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, cette mission, elle est co-portée avec le ministre Stanislas Guerini, que ces maisons France Service connaissent un franc succès et que ce programme a atteint ses objectifs, va avoir atteint ses objectifs fin 2022 et a ainsi créé un réseau de guichets mutualisés de services publics à proximité de tous les Français. Une maison France Service à 30 minutes de son domicile, c'est un objectif qui est atteint ou en passe de l'être. 99% des Français aujourd'hui ont une maison France Service à moins de 30 minutes de chez eux et 93% à moins de 20 minutes de chez eux. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est
un dispositif qui est plébiscité. Nous avons d'ailleurs de nouvelles demandes pour en installer dans différents territoires. Je suis, avec Stanislas Guérini, à votre écoute ou à l'écoute des élus de vos circonscriptions pour réfléchir à différentes possibilités. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a pour novembre 2022 175 maisons France Service qui vont être labellisées. Et il y aura parmi elles la 2500e. Donc l'objectif du président est d'ores et déjà atteint. Nous continuerons à verser les 30 000 € à chaque maison France Service qui était versée en 2022 par l'État et les opérateurs qui participent à la bonne marche de ces maisons France Service. Si d'aventure il y avait je dirais, des couacs dans la gestion de telle ou telle maison France Service, nous sommes encore une fois à votre écoute pour voir avec le préfet, les préfets de département, ce qui est améliorable. Sur les autres questions, vous m'avez parlé de décentralisation, je crois, Monsieur Maquet, Monsieur le député des Hauts-de-France, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Alors, on a, c'est vrai, longtemps partagé des compétences sans les clarifier, sans transférer la dynamique de financement ni la responsabilité. Je crois qu'il faut que le pouvoir normatif et les financements accompagnent et que ça, c'est sans doute un point sur lequel nous devrons travailler. Quand nos départements agissent en matière de politique sociale, eh bien, c'est sans véritable liberté normative, je crois qu'il faut le rappeler. C'est sans avoir d'ailleurs les recettes liées. Vous le savez peut-être, mais il y a aujourd'hui un certain nombre de départements qui proposent de renationaliser le RSA. Il y a 2 expérimentations qui sont acceptées dans l'Ariège et en Seine-Saint-Denis. Peut-être qu'il y aura à l'avenir des dispositifs à améliorer sur ce sujet-là, ou peut-être qu'il y aura à renationaliser le RSA. C'est un sujet qui est aujourd'hui sur la table. La sécurité civile se construit aussi au plus près des territoires. On a une capacité à bâtir une politique publique forte, cohérente, quelque chose qui a du sens. J'imagine qu'on doit réexaminer ces politiques, regarder là où la décision est prise de manière la plus efficace. Il y a sans doute aussi à mettre en œuvre d'une manière plus approfondie la loi 3DS qui a des possibilités de différenciation et qui permettrait peut-être de bâtir des décisions plus concrètes pour nos compatriotes. C'est aussi l'esprit du CNR avec des solutions portées localement. Les solutions ne se valent pas toutes, que ce soit dans l'Oise ou que ce soit dans les Alpes de Haute-Provence ou dans l'ouest de la France. Je pense que l'idée, c'est de donner les moyens de construire des feuilles de route aux élus, de leur donner des responsabilités parce qu'ils sont des acteurs de terrain. Bon, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la décentralisation. Hier, au Conseil des ministres, le président de la République a relancé un travail sur la décentralisation. Nous allons évidemment, avec mes collègues, travailler en vous écoutant, en écoutant les élus des territoires. Sur le ZAN, je continue avec le député Maquet. C'est vrai qu'il y a des objectifs ambitieux de réduction de l'artificialisation des sols qui ont été fixés par la loi climat-résilience. L'important aujourd'hui, c'est de concilier leur mise en œuvre avec les équilibres économiques, locaux, sociaux, proches à chaque territoire. Je peux vous dire que c'est notre volonté à Christophe Béchu, non pas de ralentir la procédure, mais de mettre en place une concertation qui soit moins verticale et d'avoir un échange précis territoire par territoire. Néanmoins, l'objectif, vous comprendrez bien,
doit être poursuivie. Et ce que nous souhaitons, c'est que la mise en œuvre se fasse dans la concertation, je dirais, un étalement dans le temps. Et l'État et les collectivités veulent être partenaires pour aménager le territoire national. C'est vrai que la sobriété foncière, c'est l'objectif, mais elle ne doit pas être antinomique avec le développement économique, avec les constructions dans des communes où ils ont des habitants qui souhaitent s'installer, parce que le logement, l'arrivée de nouveaux habitants, c'est aussi, je dirais, simultanément l'avenir d'une école qui se joue et donc l'avenir aussi du territoire. Et comme notre volonté, c'est de continuer à aider les élus locaux sur leur territoire à les faire vivre, c'est de laisser personne dans une impasse, nous allons évidemment retravailler, peut-être avec un véhicule législatif pour améliorer les choses, même si nous gardons la volonté de cet aménagement concerté du territoire et d'avoir une exigence pour les espaces fonciers, de ne pas consommer trop de terres agricoles et de privilégier évidemment le dispositif des friches qui sont, je le conçois, plus faciles à privilégier en ville, en milieu urbain, de reconstruire la ville sur la ville. Et c'est un sujet, je le sais, pour les territoires ruraux. Ceci étant, je crois que les collectivités doivent être accompagnées dans la mise en œuvre de leur démarche de sobriété foncière. Nous prévoyons un certain nombre de mesures pour les accompagner. Et là, je passe au fonds vert qui va permettre de mobiliser des crédits pour réhabiliter ces friches et pour mettre en place des actions de renaturation en ville, de désartificialisation des terres, des rues par exemple, des plantations d'arbres, de végétalisation. Et ce sont les objectifs évidemment du plan vert, sans compter tout ce qui va concerner la rénovation thermique dans les bâtiments publics, dans les écoles, dans les mairies, qui sont importants. Le Fonds vert va mobiliser des outils d'ingénierie, à la fois pour fournir les données nécessaires pour accompagner les collectivités. Et là, je pense évidemment à la mobilisation du CEREMA, qui fait partie de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je rappellerai aussi pour vos communes ou vos territoires de moins de 3500 habitants que cette ingénierie est gratuite. Et je pense qu'on ne l'a peut-être pas fait assez savoir. Les communes peuvent faire appel à l'ingénierie de l'ANCT quand elles ont un nombre d'habitants de moins de 3500 où une ou deux communes peuvent mutualiser leurs projets. L'ingénierie est gratuite pour elles. Donc vraiment, je le redis parce que je m'aperçois que ça n'est pas assez mis en valeur ni assez connu. L'ingénierie, le CEREMA est habilité à faire tous ces conseils en ingénierie. Il a une grande compétence et je crois qu'il faut que vos territoires le saisissent sur un certain nombre de leurs projets. Je voulais aussi dire que nous voulons accompagner aussi les dispositifs de cœur de ville et de petites villes de demain par l'intermédiaire de ces fonds verts, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la ligne rouge des nouveaux programmes ferait une grande place à tout ce qui concernait la nature en ville, pour prendre cette expression-là. Sans que rien ne soit encore défini ni acté, les premiers éléments du dialogue sur ces programmes-là, c'est une clarification de la nomenclature pour le ZAN, afin de permettre aux élus de continuer à développer des espaces naturels et de loisirs sans utiliser une partie de leur droit à construire. Je ne veux pas parler des grands projets d'intérêt nationaux. Nous sommes en train de négocier avec Christophe Béchu pour que leur surface, il y a 2 élus des Hauts-de-France qui sont en face de moi. Vous voyez bien que je pense évidemment aux 2200 hectares du canal Seine-Nord, sur lesquels nous allons évidemment travailler avec Christophe Béchu
pour les protéger d'une part, mais peut-être voir comment on peut tirer parti de ces hectares déjà investis. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil aux élus des Hauts-de-France. Ensuite, je voudrais vous dire aussi que la prise en compte des efforts de renaturation qui seraient faits par les élus d'ici 2030, nous avons donné une instruction sur le mode de calcul des ENAF qui est en cours et elle pourrait introduire une logique de consommation nette en permettant la prise en compte de la renaturation avant 2030. Voilà ce que je voulais vous répondre sur le ZAN. Je pense que j'ai traité, mais peut-être pas assez en détail, le fonds vert qui a pour but d'accélérer la transition écologique dans les territoires. Ce fonds dédié qui est passé à 2 milliards d'euros, je dirais c'est une première en termes de financement de la transition écologique dans les territoires. En effet, les collectivités territoriales vont disposer d'un outil adapté, fléché, pour soutenir leurs projets en faveur de la transition écologique. Pour démarrer, ce fonds comporte 3 grands axes d'action. La performance environnementale, pour encourager, je le disais tout à l'heure, la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, la valorisation des biodéchets, la modernisation de l'éclairage public, l'adaptation des territoires au changement climatique en deuxième partie pour renaturer les villes. Je crois que je l'ai dit, essentiellement pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et prévenir des risques naturels en métropole et en outre-mer. Et puis, troisième point, l'amélioration du cadre de vie pour soutenir des projets de sobriété en matière de mobilité avec des parkings relais et puis surtout le covoiturage et l'installation de prises de recharge électrique pour les voitures électriques en ville. Et puis, en matière foncière, des renouvellements de friches, la restructuration des locaux d'activité. Ce fonds va porter également sur le financement du déploiement de la stratégie nationale pour la biodiversité dans les territoires à hauteur de 150 millions d'euros. Et je crois que son originalité va résider dans ses modalités de fonctionnement déconcentrées, je le redis, qui s'adaptera aux besoins de chaque territoire dans une logique de souplesse, mais aussi de fongibilité. Où est-ce que j'en suis maintenant? Monsieur Alfandari, peut-être sur la pluriannualité des financements. Vous m'aviez interrogé sur l'absence de visibilité pluriannuelle des crédits octroyés aux collectivités. Nous partageons évidemment cette préoccupation. Je suis bien consciente qu'on doit donner plus de visibilité aux élus sur l'adéquation des ressources de l'État avec les besoins identifiés sur le territoire dont l'horizon est pluriannuel. Alors, je sais qu'on a un agenda et un cadre juridique contraint qui devrait malheureusement pas évoluer. Le budget de l'État, il est annuel, même si dans les collectivités, il y a des programme pluriannuel de fonctionnement, mais je crois qu'on pourra s'appuyer sur un certain nombre de souplesses qui existent d'ores et déjà pour donner plus de visibilité aux élus. Si je pensais à titre personnel, je pense qu'évidemment les contrats triennaux seraient beaucoup plus adaptés. Malheureusement, en l'état de la situation, ça n'est pas possible parce que ce principe d'annualité budgétaire qui résulte de la LOLF vise à protéger le pouvoir du Parlement et vous en faites partie en matière budgétaire. Néanmoins, ça ne s'oppose pas complètement à une programmation pluriannuelle de vos projets par le biais d'une loi de programmation ou de dispositifs contractualisés entre l'État et les collectivités locales qui confèrent une certaine visibilité pour les acteurs locaux. Alors, qui est-ce que je n'ai pas répondu encore? C'est tout? Je crois que j'ai dû balayer toutes les questions que vous m'avez posées. Si je ne me trompe pas.
Oui, il y a d'autres questions, mais Hubert, vous n'avez pas eu de réponse concernant, rappelez la thématique, la collectivité européenne d'Alsace. Alors, c'est pas dans mon portefeuille de me pencher sur le statut des régions ou des grandes régions. C'est une responsabilité du ministre de l'Intérieur. Et je pense que mon propos n'est pas aujourd'hui de nature à vous donner ni espoir ni critique. Je pense qu'aujourd'hui, on est loin d'un Big Bang territorial réclamé par les élus. Et je pense qu'il faudra peut-être il faut entrer dans une stabilité des structures parce que le travail a été entrepris. Les présidents de région ont trouvé une certaine stabilité et je ne serais pas, ça ne serait pas normal de ma part de me lancer dans ce genre de critique ou de projet futur. Merci, chers collègues. Nous allons venir aux questions d'1 minute. La parole est à Jean-Louis Bricou, et puis je crois que M. Buchou voulait réagir aussi, si je ne m'abuse. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voulais simplement vous parler de la CVAE. Effectivement, vous avez parlé de la suppression de la CVAE, même si on n'est pas très d'accord. Dans tous les cas, dont acte va être compensé par une fraction de TVA. Et si j'ai bien compris, le dynamisme de la TVA alimenterait un fonds qui serait réparti suivant un critère plutôt économique sur les nouvelles implantations. Ce qui nous choque un petit peu parce que le département, au final, n'a pas les compétences économiques, donc ne peut pas faire levier sur ces indicateurs pour pouvoir être mieux doté de cette fraction de du dynamisme de la fraction de TVA. Donc je voulais un peu vous demander si c'était pas du rôle, en fin de compte, du gouvernement d'activer la péréquation, parce que c'est une péréquation manquée. Si on avait pris des critères sociaux, notamment, vous savez que les territoires qui sont plus en difficulté économique ont souvent des difficultés sociales et il y a besoin de solidarité et de péréquation. Merci, chers collègues. La parole est à Stéphane Buchou. Ah, c'est bon. Oui, merci Monsieur le Président. Juste, Madame la Ministre, je voulais rebondir sur la réponse que vous m'avez faite sur la décorrélation taxe d'habitation, taxe foncière, sur le zonage, zone tendue. Parce qu'en fait, c'est bien tout le problème du littoral en particulier, puisqu'on a un seuil de population. Je vais vous donner un exemple, celui des Sables d'Olonne. Le seuil de population, c'est 50 000 habitants pour rentrer dans le zonage zone tendue. Et une ville comme les Sables d'Olonne, qui multiplie par exemple sa population par 5, voire 6 l'été, qui passe de 45 000 à 250 000 habitants, pour faire simple, ne peut pas y entrer. Et vous avez aussi un certain nombre de plus petites communes dont le taux de résidentiel, de résidence secondaire, et je vous le donnais tout à l'heure, est à plus de 70%. Et donc, en fait, la demande de ces collectivités, c'est qu'on ne prenne pas le seul seuil de population pour avoir droit à ce zonage, pour pouvoir entrer dans ce zonage tendu. Est-ce qu'on peut avoir d'autres critères, en particulier celui du taux de résidence secondaire? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-François Lobizolo. Merci, Président. Merci, Madame la Ministre, de votre présence. Deux sujets. La loi SRU, à travers l'exemple de la commune de Loris, 3700 habitants, intégrée dans une communauté d'agglomération sur l'autel du principe de continuité territoriale, et qui se retrouve aujourd'hui sans mesure d'exonération et qui doit construire 400 logements. Loris, pas de pôle de centralité, pas de pôle d'activité économique, et donc de vraies difficultés à répondre. Les services de l'État désemparés, puisqu'il n'y a pas de mesure de dérogation possible. Et je pense que dans le cas de la 3DS, des principes ont été entendus sur des mesures d'exonération pour ce type de commune. Et je pense nécessaire d'accélérer le dispositif, pourquoi pas sur le plan réglementaire, de faire évoluer le statut de la loi SRU. Ensuite, sur la loi ZAN, vous l'avez évoqué, merci. Deux problématiques. Les pôles urbains, on est tous d'accord sur la nécessité de préserver le foncier agricole, mais une vraie difficulté dans la ruralité, vous l'avez ciblé. Moi, je crois qu'il faut redonner la parole aux acteurs locaux, redonner la confiance entre les élus locaux et le territoire, et restaurer le couple préfet-maire dans le cadre de l'évolution de la loi ZAN. Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Yves Bonny. Ça y est, c'est bon. Madame la Ministre, le ZAN se propose de réduire la consommation d'espace pour la construction de logements, de routes, d'équipements sportifs ou de tout autre bâtiment. Ces interdictions inquiètent les élus des communes rurales
Ils craignent que ces interdictions cassent à jamais l'avenir de ces territoires ruraux. Une incompréhension totale, alors que la crise du Covid a démontré l'importance d'avoir des territoires ruraux vivants et dynamiques, capables d'accueillir des urbains. Madame la ministre, nous nous sentons punis, pénalisés, alors que l'artificialisation est plus le fait de grandes agglomérations. Le Cantal ne veut pas être une simple réserve figée à jamais, avec comme seule perspective d'avenir implanter des éoliennes sur nos montagnes. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Vincent Decker. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je voudrais moi aussi évoquer la question du ZAN que vous avez abordée et la perspective de diminution de 50% de la consommation d'espace d'ici 2030 pour parvenir à zéro artificialisation nette en 2050. Cette perspective a suscité et suscite l'inquiétude de nombreux élus de communes rurales qui ont impérativement besoin de pouvoir porter une offre foncière et immobilière pour assurer leur développement et repousser le spectre de la déprise démographique. Des élus inquiets, même s'ils partagent l'objectif de sobriété foncière. Vous avez rappelé que c'est au niveau des SRADET que pourront être prises en compte les spécificités des territoires, mais s'agissant d'un exercice à enveloppe constante et demain à enveloppe nulle, il est à craindre que malgré la bonne volonté des exécutifs régionaux, les demandes de ces communes ne pourront être totalement satisfaites. D'où ma question. Avez-vous prévu d'évaluer les effets de l'application de la loi sur la capacité des communes rurales à délivrer demain permis de construire ou permis d'aménager ? Merci, cher collègue. La parole est à Nicolas Ray. Madame la ministre, Monsieur le Président, les collectivités, vous le savez, sont fortement pénalisées par l'envolée des prix de l'énergie, avec des factures pouvant atteindre plus de 300%. Depuis le 1er janvier 2020, seules les collectivités de moins de 10 effectifs et dont les recettes ne dépassent pas 2 millions d'euros peuvent bénéficier des tarifs réglementés et ainsi voir limiter leurs factures à 4%. Ces deux critères cumulés sont manifestement trop bas. Il serait urgent de rehausser ce seuil pour redonner de l'oxygène à de nombreuses collectivités. Je pense notamment à rehausser ce seuil à la définition des PME communautaires, soit 50 effectifs et des recettes inférieures à 10 millions de recettes. Que pensez-vous de cette proposition ? Merci, cher collègue. La parole est au député Nadeau. Mon collègue Hubert Wulfrin a posé la question sur la DGF à laquelle vous avez répondu, et bon, singulièrement sur la nécessité le fait de maintenir au même niveau, sauf pour les communes qui perdraient des habitants. Vous avez également indiqué que pour l'outre-mer, il y avait une réelle augmentation. Mais la question que je me pose, c'est peut-être nécessaire des corrélations entre les critères le critère démographique et le niveau effectivement d'allocation de dotation. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté, et ça rejoint en fait la problématique du développement durable, parce que des territoires effectivement s'appauvrissent, perdent des habitants, et en perdant des habitants, perdent des moyens. Et quand ils perdent des moyens, ils n'ont pas les moyens justement de relancer un petit peu l'attractivité de leur territoire. Donc ce processus se fait au détriment des territoires ruraux, et contre-productif du point de vue du développement durable, parce qu'il entraîne des migrations importantes. Et je voudrais insister d'ailleurs sur l'outre-mer, parce que quand je prends l'exemple de la Martinique, nous nous trouvons avec une réalité de concentration des habitants sur une partie du territoire, avec une forte accélération de la désertification, avec bien sûr ses conséquences, puisque tous les critères, y compris le service public, si je prends l'exemple de la Poste, effectivement, vous n'avez pas parlé des maisons France Service, mais les bureaux de poste qui sont fermés, parce que justement, il y avait une perte d'habitants sur de territoire. Donc, cette décorrélation peut être nécessaire pour maintenir des moyens et permettre aux territoires communaux de relancer leur attractivité, leur dynamique, notamment économique. La parole est à David Topiak. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Les collectivités prennent une part importante dans la réindustrialisation de notre pays, mais également dans la transition énergétique et environnementale que nous connaissons. Les dispositifs territoires d'industrie petites villes de demain, notamment, sont souvent portés par des intercommunalités ou des PETR.
Et je voulais attirer votre attention sur la pérennisation des financements alloués pour les postes de chef de projet Petite Ville de demain ou les postes de chargé de mission territoire d'industrie. Nous savons que les collectivités ont des difficultés de financement dans leur charge de fonctionnement avec des compétences multiples. Et si nous voulons assumer cette transition, cette réindustrialisation, nous avons besoin d'investir aussi, et donc pour investir d'ingénierie pour préparer ces projets d'investissement au travers des postes que j'évoquais. Et je voulais avoir votre avis et vos engagements sur la pérennisation des financements, notamment territoire d'industrie, sur ce deuxième volet que nous allons ouvrir bientôt. Sur le précédent, des fonds FNADT étaient ciblés. Donc je voudrais savoir si ce sera toujours le cas. Merci. Merci, chers collègues. Et enfin, pour terminer, la parole est à Francis Dubois. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi des finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d'aménagement entre les communes et leur EPCI, la fiscalité propre, en le rendant obligatoire lorsque les communes l'aperçoivent. Cette nouvelle disposition modifie les modalités de répartition de la taxe d'aménagement et les équilibres pourtant bien fondés au détriment des communes. Auparavant, au terme de l'article L. 331-2 du Code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. Désormais, les communes ayant institué une telle taxe sont dans l'obligation de reverser une fraction à leur intercommunalité en fonction des charges d'équipement public relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune. Faire de cette faculté une obligation inquiète l'ensemble des maires ruraux. Comment maintenir l'équilibre ? Je pensais que c'était la dernière question, et puis sur le fil, Antoine Villedieu a une question. Dernière question, merci. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il n'y a pas de territoire perdu de la République, disait Emmanuel Valls en 2016. Je suis d'accord, en revanche, il y a des territoires oubliés et méprisés par les gouvernements qui se sont succédés, et en particulier sous l'ère Macron. Vous dites vouloir augmenter très fortement les dotations déjà existantes pour les quartiers prioritaires. 30 millions d'euros sont prévus rien que pour les opérations quartiers d'été. Or, les budgets prévus concernant les collectivités rurales, bien qu'en augmentation, sont très largement inférieurs. Les baisses des dotations aux collectivités territoriales et la politique d'aménagement basée sur les métropoles concentrent la très grande majorité des investissements de l'État et des régions. Pour preuve, dans mon département de la Haute-Saône, pour qui l'absence de l'État et la baisse des dotations ne permettent pas l'aménagement nécessaire au désenclavement. Aucune ligne TGV, pas d'autoroute. Un département qui a dû financer intégralement des mises à 2 fois 2 voies en oubliant une très grosse partie du territoire, certainement, je dirais par clientélisme électoral, par exemple Jussé, Gré, etc. Madame la Ministre, les collectivités rurales souffrent et ne doivent pas être lésées. Que doivent faire nos maires ruraux pour enfin être considérés ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Tous les collègues ont pu s'exprimer. Madame la Ministre, je vous laisse le soin de répondre. Bien, Monsieur Bricout, vous m'avez interrogé sur la CVAE. Je voulais vous confirmer que les départements n'auront pas de répartition de la dynamique. Et ça a été déposé dans un nouvel amendement. Et deuxièmement, la répartition n'est faite que pour le bloc communal. Donc là-dessus, sur la CVAE, les choses sont claires. Sur la loi SRU, c'est Monsieur Lovissolo qui a posé la question. C'est un sujet qui est d'ailleurs plus porté par Olivier Klein, le ministre délégué au logement, que par moi-même. Je vous rappellerai simplement que l'article 55 de cette loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain impose à certaines communes l'atteinte d'un niveau de 20 ou de 25% de logements sociaux quand elles sont dans une communauté d'agglomération. C'est un socle de la politique en faveur de la mixité sociale depuis plus de 20 ans. La loi 3DS, par contre, apporte des ajustements nécessaires pour pérenniser un dispositif plus soutenable, offrir un cadre plus souple, adapté aux réalités des territoires, je pense aux communes qui n'ont plus de foncier, et consolider les conséquences de la carence pour les communes qui ne mobilisent pas les efforts nécessaires. L'échéance de 2025 est supprimée, et pour favoriser une meilleure adaptation du dispositif SRU au contexte et spécificité de certaines communes, la loi prévoit la possibilité d'abaisser de façon temporaire les objectifs de production à travers une contractualisation que l'on appelle le contrat de mixité sociale.
Ces contrats de mixité sociale sont applicables, ou étaient applicables au triennal 2023-2025. Ils ont vocation à être négociés et conclus sous l'autorité des préfets avant la fin de l'année 2022. Voilà ce que je voulais ajouter comme précision sur la loi SRU. Ensuite, sur la question voulant traiter le tarif réglementé de vente, ça c'est Monsieur Nadeau qui a posé la question. C'est vous ? Pardon. Dans les dotations dans le PLFR, elle va au-delà des collectivités locales. Ce sont les collectivités qui ont moins de 10 agents qui vont être aidées et un budget inférieur à 2 millions d'euros. Je pense que ça, vous l'aviez intégré. Ce qu'on veut, c'est augmenter le seuil pour avoir un impact au moins égal à celui des entreprises. C'est un sujet important et c'est un problème qui dépend aussi du droit communautaire, et c'est pour ça que le président de la République et Bruno Le Maire essayent de négocier un accord au niveau européen. Néanmoins, aujourd'hui, les énergéticiens, certains profitent de vendre leur énergie à 3, 4 ou 5 fois plus qu'au prix où ils le produisent. Et donc, nous voudrions arriver à un seuil qui soit à un niveau européen décent. Et donc, j'engage les collectivités, les vôtres dans vos circonscriptions, à ne pas renégocier dans l'urgence leur contrat, mais bien d'essayer d'attendre qu'il y ait un seuil acceptable pour renégocier leur contrat d'énergie. Donc voilà, la Première ministre doit recevoir ou a reçu les énergéticiens pour leur demander d'avoir des seuils de vente supportables par les collectivités. Ensuite, il y a le zonage. Qu'est-ce qui m'avait interrogé sur le zonage? C'est Monsieur Buchou. Voilà. On peut le revoir par amendement. Il y a une liste de nouvelles communes qui va être prise par décret et on peut le recevoir pour regarder. On peut vous recevoir pour regarder la situation. Alors à l'île de. Pardon. Vous m'avez donné l'exemple des Sables d'Olonne, voilà. D'accord, donc je suis à votre disposition pour réfléchir et que vous me fassiez des propositions qui pourraient être en adéquation avec votre problème. Ensuite, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? ZAN? Le ZAN, encore une fois. Alors, sur le ZAN, ce que nous allons faire une application différenciée du ZAN en zone rurale et on va le mettre en place rapidement. Non, mais on a déjà écrit au préfet pour qu'ils aient plus de discernement aujourd'hui, en attendant que les études que nous avons lancées avec Christophe Béchu en termes d'urbanisme nous donnent leurs réponses pour voir comment on peut différencier les situations. Mais vous conviendrez comme moi qu'il va falloir un véhicule législatif à un moment ou à un autre si on veut améliorer les choses. Voilà. Vous le ferez, vous voterez, c'est ça. Très bien. Non, mais bon, la méthode qu'on a mise en place, c'est d'écouter et de dialoguer. Donc, vraiment, sur ce sujet-là, je m'engage à porter la parole des élus et de voir comment on peut arbitrer cette situation qui devient très, pas conflictuelle, mais disons très compliquée, essentiellement en milieu rural. Et ça, je l'ai été. Je sais ce que c'est, je sais quelles sont les inquiétudes des maires ruraux de mon agglomération. Donc voilà.
Néanmoins, il faut quand même être vigilant sur les dépenses inconsidérées de terres agricoles. Et je crois qu'il faut se mettre quand même dans une optique de préserver ces terrains. Voilà. Écoutez, le président de la République a dit que les éoliennes ne se feraient qu'en accord avec les maires concernés. Donc, partant de là, je pense qu'il y aura, non pas un moratoire, mais qu'il y aura des discussions avec chaque territoire. Puis, chers collègues, s'il vous plaît. il y a quand même besoin d'un mix énergétique et il va falloir que vous en conveniez quand même. Je crois que Monsieur Dubois, je ne sais pas si vous avez vous interrogez sur la réponse donnée par la ministre sur la taxe d'aménagement. Voilà, taxe d'aménagement. Et je crois qu'il y avait Monsieur Nadeau aussi. Alors, et la décorrélation. Pardon. Sur la taxe d'aménagement, c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'interrogations qui sont formulées de la part du réseau des préfectures d'ailleurs et des élus qui nous sont parvenus cet été. Certaines sont en cours d'étude en lien avec les services de la DGFiP et de la DHUP. La loi de finances de 2022 avait rendu obligatoire le versement total ou partiel de la taxe d'aménagement pour les communes à l'EPCI ou au groupement par délibération en conseil municipal et ou par délibération dans le cadre des EPCI pour les recettes qui avaient été enregistrées à partir du 1er janvier 2022. La quote-part qui est fixée selon la charge assumée par l'EPCI pour chaque commune et les modalités de reversement doivent être homogènes. Il n'y a aucun plafond ni seuil qui est prévu et la législation ne rentre pas davantage dans les détails qui laissent le soin aux élus concernés de se concerter pour définir ensemble le même taux à appliquer. Les délibérations qui prévoient les conditions de reversement de tout ou partie du produit de la taxe peuvent bien sûr être modifiées à tout moment et je dirais que tout cela doit se faire d'une manière concertée entre la commune et l'EPCI. Pour l'année 2022, je vous rappelle qu'il est possible de délibérer sur ce reversement jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, donc il vous reste encore 2 mois et demi. À compter de 2023, toutes les délibérations concernant la taxe d'aménagement doivent être prises avant le 1er juillet de l'année pour être applicables l'année suivante. Concernant la date d'application, si aucune taxe n'avait été instituée, la mise en œuvre ne peut pas se faire avant 2023. Si la taxe a déjà été instituée, il appartient à la commune et à l'EPCI de prendre la délibération concordante dans les meilleurs délais pour son application en 2023. Moi, je parie plutôt sur la concertation entre les communes et l'EPCI. Je pense qu'il faut essayer d'obtenir un accord en concertation avant d'aller faire un recours en contentieux. Pour la pérennisation des chefs de projet sur les programmes de l'ANCT, ils sont pérennisés pour Petites Villes de demain, pour Territoire d'industrie et pour Action Cœur de Ville. L'ANA ne poursuivra le cofinancement des chefs de projet jusqu'en 2026 puisque le programme a été prolongé comme Petites Villes de demain jusqu'en 2026. Voilà. Sur les territoires oubliés, je vais quand même répondre au député qui a posé la question. Je crois que dans les territoires ruraux, monsieur le député, il y a 200 millions d'euros de DSR qui sont prévus, 2 milliards en 2023 contre 1 milliard en 2014. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Et l'agenda rural permet de ne pas oublier la ruralité à laquelle beaucoup de ministres dans ce gouvernement font partie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ces réponses nous permettent justement de nous préparer
une échéance importante la semaine prochaine dans cette commission, puisque nous serons amenés à examiner pour avis les crédits de la mission cohésion des territoires, donc mardi 18 octobre à 17h15 dans cette même salle. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.